Bien le bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va faire le petit bilan des 3 derniers mois de lecture. C'est trop con, Marion m'avait donné une super idée pour ce rendez-vous et je ne sais plus ce que c'est. Un truc avec quartier de lecture. Quartier de lecture, je crois que c'était ça. Au pire, si c'est pas ça, ça reste une bonne idée. Non mais je crois que c'était ça. Tous les 3 mois environ, je vais vous retrouver dans l'année pour vous parler des lectures que j'ai pu faire les 3 mois précédents. Donc là, ça va regrouper février, mars, avril. Et avant de se lancer dans cette trentaine de titres que je vais essayer de vous résumer et dont je vais vous donner mon avis, je laisse place tout d'abord au sponsor de cette vidéo. Et je remercie énormément Manucuriste. Et si comme moi vous aimez avoir les ongles colorés mais que vous n'avez pas envie de vous embêter à aller en institut, mais vous aimeriez quand même avoir une couleur qui tienne, on va dire, un maximum de temps sans avoir besoin d'y repenser ni d'y retoucher, Manucuriste, je pense très clairement que c'est l'allié qu'il vous faut. Je vous parle bien sûr de leur semi-permanent Green Flash, qui est parfait parce que ça se fait vraiment en une vingtaine de minutes. L'autre jour, là, j'étais posée avec mon casque, ma tablette, je regardais un truc sur YouTube. Franchement, j'ai même pas pu finir ce que j'étais en train de regarder, que j'avais déjà terminé mes ongles, parce que c'est très vite fait. On applique dans l'ordre des numéros, et ensuite on passe sous la lampe UV, on laisse le temps qu'il faut, et ensuite nos ongles ils sont faits, voilà, tout simplement. Et alors encore mieux parce qu'avec le Top Coat Extreme, vous avez 21 jours de tenue. Mais quand je dis 21 jours, c'est largement 21 jours. Pour ma part, je finis toujours par enlever au bout de 20-25 jours le vernis, pas parce qu'il est en train de s'écailler ou que ça devient moche, non, c'est parce que en fait c'est la repousse qui devient trop importante. C'est un Top Coat qui permet en effet que le vernis tienne beaucoup plus longtemps, mais c'est pas pour autant qu'il est plus pénible à enlever. Il vous suffit de laisser un tout petit peu plus longtemps vos cotons imbibés de dissolvant qui est spécifiquement fait pour, avec vos pinces de retrait. Moi franchement je fais ça le soir devant ma série, j'y pense même pas, je laisse mes pinces un certain temps, 10 minutes au minimum. Moi franchement des fois j'oublie un peu donc je laisse 15 on va dire, comme ça s'enlève mais d'un seul coup. Hop, vous enlevez, vous limite pelez votre vernis, il s'enlève tout seul. Peut-être que vous avez du stock à refaire niveau couleur parce que là je porte actuellement Tangerine, l'une de leurs nouveautés qui est très très belle, mais il y a aussi Spicy, il y a Nebula qui vient de sortir également, qui a une sorte de blanc argenté un peu pailleté, vraiment magnifique. Donc comme je disais, peut-être que vous avez du stock à refaire, vous avez peut-être des cadeaux, vous avez envie de vous faire plaisir avec la lampe, avec différents produits. Avec le code que je vous laisse ici et en barre d'infos, vous avez moins 15% sur tout le site Manucuriste. Donc profitez, c'est l'occasion de vous faire plaisir avant les beaux jours et peut-être pourquoi pas craquer pour une de ces très belles nouvelles couleurs. Je les remercie beaucoup et je vous laisse maintenant avec le bilan de ce premier quart. Comme d'habitude, la vidéo sera chapitrée par genre, mais comme ça vous pouvez peut-être sauter d'un chapitre à l'autre s'il y a un style de livre qui vous plaît pas particulièrement et que ça ne vous intéresse pas. Vous pouvez naviguer comme vous voulez à l'intérieur. J'ai lu 5 contemporains, 9 de littérature de l'imaginaire, une romance, 8 thrillers, 2 livres divers que je savais pas trop où classer et 3 BD manga et on a un abandon. Commençons tout de suite. Ce que j'ai le plus, la littérature de l'imaginaire. Et dans cette catégorie, le premier livre qui a commencé ce premier quart, c'était Dot de sang de S.T. Gibson, dont j'avais déjà lu Indécente Initiation. Dot de sang, là, ne prend pas vraiment de pincettes, on sait directement qu'on va parler de vampire. L'histoire va commencer par une jeune femme qui va se faire sauver par un vampire. Tout son village a été anéanti par la guerre, il la trouve agonisante, et plutôt que de la laisser mourir, eh bien, il va la transformer. Va s'en suivre bien évidemment une sorte de relation amour-haine, parce qu'elle lui est redevable d'être toujours en vie, mais en même temps, est-ce que la condition de vampire est vraiment si intéressante que ça? Elle finit par s'ennuyer, et donc d'autres personnages vont arriver dans leur quotidien. Je pense que S.T. Gibson a une plume qui me plaît bien, parce qu'avec des romans pas trop longs, elle arrive à nous embarquer tout de suite dans un univers qui est le sien, qui tourne très souvent un peu autour des mêmes thématiques, cette sorte de fascination, la mort, l'amour, tout ça. Mais je trouve qu'elle lui donne un souffle un petit peu gothique. J'ai préféré l'autre, Indécente Initiation, à celui-ci, mais j'ai quand même bien aimé. Donc, autrice à suivre pour moi. Vient ensuite une de mes grosses déceptions de ce début d'année. J'avais tellement d'espoir pour ce livre, je voulais tellement l'aimer, j'en ai tellement entendu parler en bien. Il s'agit du premier tome de l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Vraiment, j'avais beaucoup d'espoir parce que Emily Wilde va partir à l'aventure pour rencontrer un certain type de fée et évidemment, elle va se faire rejoindre par le gars qui est resté à Oxford de base, qui voyage pas beaucoup, et qui, comme par hasard, va venir lui prêter main forte, alors qu'elle en a pas vraiment envie, ni pas vraiment besoin. Un peu attachée à Emily Wilde, mais pas vraiment plus, et alors bon, quand l'autre débarque, là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, j'ai dit non. En fait, elle m'intéressait
plus en solo. Et du moment que lui arrive, je pensais plus s'accrocher à lui, en fait. J'avais bon espoir de vraiment bien matcher entre les deux, et en fait, j'ai pas réussi. Voilà, donc j'aurais préféré que lui se casse et que je reste toute seule avec Emily à la rigueur. Donc je ne poursuivrai pas cette série. On arrive sur un livre qui a un petit peu défrayé les chroniques entre l'année passée et cette année. Il s'agit du roman de Marcus Cleaver, C'était notre maison. Je l'ai mis ici parce que pour moi, l'horreur fait souvent partie du fantastique. C'était notre maison entre totalement dans cette catégorie-là. Personnellement, je fais partie des lectrices qui ont beaucoup aimé. On va rencontrer un couple, Eve ou Evie, je sais plus comment elle se fait appeler, Eve il me semble, et Charlie viennent d'acheter une maison, franchement pas en très très bon état. Leur idée c'est de la retaper, puis de la revendre, puis de passer à une autre, etc. Et sauf qu'elles viennent d'arriver ici, et un soir, une famille toque à la porte, c'est Eve qui ouvre la porte. Il débarque une famille qui dit avoir habité ici, en tout cas lui, le père de famille, dit avoir vécu ici quand il était plus jeune. Voilà, il aimerait juste montrer la maison à sa famille, si c'est possible. Bon, elle est pas super emballée par l'idée, mais la famille a l'air sympa, il fait pas très beau dehors, ok, elle les laisse entrer. Et en fait, à partir de ce moment-là, on le sait déjà à travers le résumé, ils ne vont plus jamais partir. Donc l'idée était qu'il ne fallait tout simplement pas les laisser entrer. Alors évidemment, j'ai eu pléthore de scénarios qui se sont dessinés dans mon esprit, à me dire ça pourrait être ceci, ça pourrait être cela. Voilà. Je pense que la magie de ce bouquin, pourquoi moi je l'ai trouvé si intéressant, c'est que je trouve que dans tout ce qu'il représente, il a été terriblement bien pensé. Et là où il ne plaira peut-être pas beaucoup, c'est que au final, la fin est une fin très clairement ouverte pour moi. On n'a pas toutes les réponses à nos questions. Et je comprends que ça peut en frustrer plus d'un ou plus d'une. Mais de mon côté, j'ai eu ce que je voulais et j'ai beaucoup aimé tout ce que représentait l'histoire. Et je pense même qu'il y a plein de détails que j'ai pas vus et que j'ai pas lus. Ce qui me donne à réfléchir parce que Élise en a parlé sur sa chaîne, elle-même a été très agréablement surprise parce que justement ce n'est pas un genre de roman qu'elle lit habituellement. Elle a ensuite été faire un peu des recherches sur Reddit et je pense que je vais faire la même chose. Elle a notamment linké un lien de fil de conversation Reddit où des gens voilà, donnent plein de théories. Déjà il y a eu un premier truc, c'est que chaque chapitre est entrecoupé d'articles de presse un petit peu. Et toutes les fins d'articles de presse ou de documentaires terminent par un code en morse. Mais moi, premier truc que j'ai fait, bien sûr, c'est quoi? J'ai cherché un dico morse lettre sur ma tablette et à chaque fin de documentaire, j'étais là en train de traduire le code, ce qui te donne une phrase qui à la fin... Enfin bref, l'histoire en tant que telle m'a énormément plu. Ça n'a pas été un coup de cœur parce que j'aurais tellement aimé que ça aille encore plus loin. Mais oh là là, j'étais là, mais va, pousse le bouchon, mais vas-y, perds-moi, je m'en fous, mais vas-y. Et c'était très très bon. Juste pas assez, j'ai trouvé, mais c'était très bon. J'ai trouvé l'ambiance de cette maison très pesante, hyper malaisante. Il y a des scènes, clairement des passages qui sont très très visuels et dans lesquels tu te sens mal à l'aise. Là, on est vraiment sur une ambiance. Il y a des choses qui se passent dans cette maison. Il y a plusieurs niveaux de lecture, je dirais, et moi, c'est ce qui m'a chopé, quoi. Au Nord et la nuit est une duologie, comme j'ai compris, de Emily Rath, que j'avais bon espoir de beaucoup aimer. Et je vous disais, je crois pendant le vlog lecture où je le disais, que vraiment la première moitié était... J'étais à fond, j'aimais trop ce que je lisais. On va rencontrer deux meilleures amies dans une Finlande de quelles années? Vieux quand même, très très vieux. Où sur deux amies, l'une d'entre elles va disparaître et être emmenée dans le royaume des morts. Là-bas, elle va être retenue contre son gré, et son amie restée dans le monde des vivants va tout faire pour la retrouver, alors que elle, dans le monde des morts, va tout faire pour en sortir. Et j'aimais beaucoup cette idée de déjà partir dans le folklore finnois. Je voulais aussi voir cette amitié, voir comment chacune allait s'en sortir, que chacune possède ses armes et sa valeur. Donc ça partait vraiment très bien, et je dirais que jusqu'à la moitié du livre, c'était génial même. J'adorais ce que je disais. Et arrive un passage où j'ai décroché. Donc je me suis dit, ben oui, mais non, en fait. Enfin, plus vraiment d'intérêt à partir de ce moment-là. Soit parce que le climax est arrivé vraiment au beau milieu du livre, et ce qui fait que la suite, c'est bien peut-être d'avoir une centaine de pages comme ça, mais pas 300, quoi, tu vois, il en fait facile 600, donc... Un peu le même ressenti avec L'île aux Jardins Enchantés de Sarah Beth Durst. L'année dernière, j'ai adoré La petite boutique des sortilèges, de la même autrice et qui se passe dans le même univers. Les deux livres peuvent se lire indépendamment l'un de l'autre.
Et là, on va rencontrer la bibliothécaire qui a donné vie à la plante qu'on a rencontrée dans le premier volume, si on veut bien, cette plante qui parle. Là, on va rencontrer sa créatrice, ce qui lui est arrivé, pourquoi elle a donc été punie, et tout à coup, elle va se réveiller des années plus tard et se retrouver sur cette île, entourée de cerfs magiques, qui commencent largement à pécloter et dont la magie n'est plus assez solide pour les tenir en éveil. Alors je sais pas si c'est l'effet jardin qui m'a pas plus parlé que ça, l'idée des plantes ou tout ça. J'ai été assez hermétique à tout, en fait. Le personnage masculin m'a pas autrement parlé, il est hyper secret, bougon, donc bon, c'est pas le genre de personnage que j'aime le plus. Elle est très sympathique, mais encore une fois, j'ai pas vraiment eu l'impression que j'apprenais à la connaître à travers ce bouquin. Donc, un petit peu déçue, voilà. Mais c'est pas grave parce que je me suis vachement bien rattrapée avec Les Encens, qui, il me semble, dans le vlog lecture où j'en parle, a été un peu nommé comme mon presque premier coup de cœur de l'année. Les Encens va nous raconter l'histoire d'une jeune fille, aujourd'hui, qui ne peut plus terminer ses études en parfumerie, dans une haute école de parfumerie à Paris, parce que ses parents lui ont coupé les vivres. Donc elle se retrouve très embêtée, l'école est très chère, et un de ses professeurs va un peu la prendre en pitié, et il lui propose de financer ses études si elle est d'accord de l'aider dans la recherche de son projet. J'ai énormément aimé les mélanges qui ont été faits dans cette histoire. Je pense que le côté vampirisme mélangé à l'univers de la parfumerie et des parfums, très rapidement, on aurait pu tout simplement juste rester dans cet univers-là pendant très longtemps, et au final, très vite, l'autrice prend une toute autre direction. J'ai trouvé ça tellement rafraîchissant, différent, plein de bonnes idées, j'ai beaucoup aimé les personnages qu'on allait suivre. On va en perdre certains alors que franchement j'étais pas vraiment prête. Excellente lecture, je dirais pour un public grand ado, à partir de peut-être 15-16 ans par là autour. Ça le fait, et c'est très intéressant aussi. Lecture plutôt mignonne avec Rosas et Dragons de Yelena, toujours chez Slalom, tout comme Les Encens d'ailleurs. J'ai bien aimé cette histoire, mais je pense que j'ai peut-être un tout petit peu passé l'âge. Là où Les Encens m'a un peu plus émerveillée, on va dire, dans ce côté où l'autrice a été dans une direction que je n'attendais pas. Rosas et Dragons va plus dans quelque chose de convenu, c'est quelque chose de plus cosy également, de plus mignon. Karl est apprenti, je me trompe à chaque fois parce que vitrailliste du coup, et pas vitrier, parce qu'il fait pas des vitres, il fait des vitraux. Déjà j'ai trouvé l'idée intéressante. Encore une fois, comme pour Les Encens, comme je les ai lus vraiment l'un après l'autre, je les ai beaucoup comparés, en plus ils viennent de la même maison d'édition, donc évidemment je les ai beaucoup comparés, mais j'ai bien aimé qu'on découvre des univers différents que juste le monde des livres. C'est ce que je faisais comme réflexion quand j'étais en train de lire ces livres-là. Je disais souvent, les héroïnes de romans, de romances, même dans la fantaisie ou le fantastique, on est assez vite dans le monde du livre. Elles sont bibliothécaires, libraires, journalistes, écrivaines, autrices, enfin... Il y a un peu une envie de la part de certains auteurs et autrices de mettre leurs personnages dans un univers qu'ils connaissent bien, c'est-à-dire celui du monde du livre. Et j'entends, hein, vraiment, je l'entends, moi-même je vis dedans, tu vois, donc il n'y a pas de problème. Mais je vis tellement dedans que je le connais un peu par cœur. Voilà. Donc découvrir des fois un peu d'autres métiers de nos personnages, je trouve que c'est intéressant. Des fois ça n'apporte pas grand-chose de savoir quel est le métier d'un personnage, mais je trouve que ça lui donne tout de suite une autre dimension quand il fait un métier que tu connais pas spécialement. Il essaie de montrer à son père et à ses proches qu'il en est capable, parce qu'il est un petit peu gauche, on va pas se mentir. Et dans son monde, qui ressemble un petit peu à une Alsace fantastique, chaque personne, après ses 1 an, est associée à un dragon. Et généralement, ton dragon a le même genre que toi, et va un petit peu t'accompagner toute ta vie. Sauf que Karl, lui, s'est retrouvé avec une dragonne, je pense pas plus grande que ça, qui a les ailes atrophiées, donc elle peut pas voler, et qui n'arrête pas de parler. Elle est trop chou. Ouais, moi j'ai adoré. Je pense coup de cœur intersidéral pour le personnage de la dragonne, qui s'appelle Brodevert. Truc incroyable, son père lui a enfin confié un travail, aller monter un vitrail chez une cliente. Manque de bol, le lendemain, le vitrail a explosé. Et depuis, il y a un étrange dragon qui sème un petit peu la panique dans la capitale. Il y a des choses que j'ai beaucoup aimées dans cette histoire, il y a des choses que j'ai un peu moins aimées. Il y a souvent des monologues des personnages qui sont là pour défendre une certaine idée.
idée que j'approuve, hein, les 3/4 du temps dans l'histoire, mais c'est vrai que des fois je trouvais que ça arrivait un petit peu comme un cheveu sur la soupe, ou que c'était pas distillé dans l'histoire de façon très subtile. Voilà, ça arrivait un petit peu, bam, avec des gros sabots. Je pense que pour le public pour lequel c'est pensé, ça marchera très bien. Je dirais que pour des jeunes à partir de 12-13 ans, c'est un super livre. Déjà parce que c'est fantasy, et je pense que ça plaira beaucoup aux plus jeunes. Et autre chose que j'ai bien aimé aussi, c'est la fin, qui n'est pas celle qu'on pourrait attendre. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Histoire de moine et de robot, je pense qu'on peut le dire réellement, celui-ci c'est mon premier vrai gros coup de cœur de l'année. Voilà, j'ai tout simplement adoré l'histoire de Dex et du robot sauvage qui elle va rencontrer. Les deux personnages vont se mettre en quête et ça va être assez beau et plein d'espoir. J'ai trouvé que c'était apaisant, vraiment magnifique. Et pour une entrée dans la SF, comme j'imagine la SF, ça a été très agréable, parce que je me suis pas sentie déprimée, ou j'ai pas trouvé que c'était plombant, ou que sais-je, un petit peu l'image que je me fais de certains titres de SF, où forcément il y a des trucs de guerre, et de trucs où il faut se rebeller, ou tout ça. Non, là c'était hyper, je pense, voilà, de la cosy SF, si on veut dire ça comme ça. Je trouvais que c'était de la SF hyper reposante et agréable. Et dans cette catégorie, on va s'arrêter sur Royaume en péril, qui, là encore une fois, aura pas été une lecture 5 étoiles, on va dire. Là où je peux pas lui mettre une très mauvaise note ou un très mauvais avis, c'est que j'ai tellement aimé l'idée et la thématique derrière ce livre, que même si y avait beaucoup de redites, et je pense que c'est ce qui m'a le plus déplu dans l'histoire, j'avais un peu l'impression que l'auteur pensait que j'avais pas lu son livre avec attention, d'avoir autant besoin de me répéter les choses. J'ai beaucoup aimé l'idée des chevaliers de la table ronde qui ont été ensorcelés par Merlin, et qui donc, à chaque fois que la Grande-Bretagne est en péril, se font réveiller et viennent en aide au royaume, d'où le titre Royaume en péril. Et sauf que là, ils vont se réveiller, certains d'entre eux, alors que personne ne les attend. Il n'y a pas de guerre réelle, mais il y a plutôt une guerre climatique. Tu peux pas te battre contre les effets du réchauffement climatique, quoi. Franchement, l'idée était excellente. Il y avait, cela dit, un peu trop de redites. On en vient au contemporain, qui est donc une section un petit peu plus petite, avec ce qui vient après, de Joanne Tompkins, qui était dans ma pioche depuis un petit moment déjà, donc je m'étais un petit peu dit, j'en ai quelques-uns des comme ça, comme un peu tous les totems de chez Gallmeister, je l'ai acheté parce que les noms, parce que les avis, parce que les couvertures, parce que je me laisse beaucoup influencer par cette maison d'édition, parce que je trouve qu'ils font un travail assez cool niveau édito, et celui-ci m'a fait une très belle impression. Ça fait partie de ces livres qui, en effet, j'ai eu besoin un petit peu d'un petit coup de pied, et je pense que quelqu'un m'a dit dans les commentaires, quand je l'avais présenté, sors-le parce que vraiment, je pense que tu vas aimer, et cette personne a eu raison, parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. On va apprendre dans cette histoire la perte de 2 jeunes adolescents. L'un a été tué par son meilleur ami, et son meilleur ami, une semaine après ce drame, s'est donné la mort. Et on va se retrouver avec le père de celui qui a été assassiné et la mère de celui qui a été l'assassin et qui s'est ensuite suicidé. Donc il y a beaucoup de thématiques très très difficiles dans cette histoire. Au milieu de tout ça, va débarquer une jeune fille chez le père du garçon assassiné, qui se trouve être enceinte, tout début de sa grossesse quand elle arrive, et elle a été mise à la porte par sa mère. Donc petit à petit, le père qui a perdu son fils va gentiment la prendre sous son aile, mais il sent aussi qu'elle est un petit peu comme un animal sauvage, elle a pas trop envie d'être maternée, elle sait pas trop comment être et vivre ici, et surtout, on va la prendre très rapidement. Elle a été la dernière personne à voir les garçons ensemble avant le drame. Et l'histoire est assez lente finalement, et assez lourde comme ça, mais j'ai trouvé que pendant tout le long, il y avait quelque chose qui te tenait, parce que tu voulais savoir comment ces gens allaient potentiellement pouvoir se reconstruire, peut-être en s'aidant les uns les autres, après tous ces drames, et après toutes ces choses qui leur tombent sur le coin de la gueule. Et c'était hyper beau. Vraiment, j'ai trouvé que c'était une très très belle lecture, très touchante, où il se passe finalement pas grand-chose, mais où ce pas grand-chose apporte beaucoup. À la lisière du monde, c'est une histoire que, honnêtement, je l'ai prise parce que la couverture chez Pocket était super jolie. Autrement, je suis pas sûre que je l'aurais lu. On est au début des années 1900, et puis on est vraiment au dernier village avant le rien, quoi, avant le Grand Nord. Et un tout jeune policier va se mettre en quête, et en tête, surtout, de retrouver un criminel. Pendant la grande partie du bouquin, je me suis dit, mais
c'est quand qu'il part à sa recherche. Et c'est assez marrant parce qu'au bout d'un moment, le personnage en lui-même se rend compte qu'il a un peu oublié pourquoi il était là, parce qu'il se laisse un peu engluer dans voilà, ce poste, dans les petites habitudes. On lui dit tout le monde lui dit mais laisse tomber, ce mec il est introuvable, imprenable, personne n'arrivera jamais à l'avoir, et même si tu tombes sur lui, tu risques juste de te faire tuer, donc franchement lâche l'affaire. Et il finit par lâcher l'affaire, et t'es tellement embarqué dans son truc que toi-même t'as oublié qu'à la base il était censé partir à la recherche de ce gars, et lui-même se fait cette réflexion aussi. C'était joli. Enfin, c'était joli, c'était masculin. Je sais pas trop comment dire ça d'autre. En gros, c'est l'histoire d'un homme écrit par un homme qui part à la recherche d'un autre homme. Donc, à part pour la couverture, je sais pas trop pourquoi j'ai choisi ce livre, peut-être pour l'idée des grands espaces et tout, mais au final, ça, j'en ai pas eu tant que ça. Donc, peut-être sur ce point-là, je suis un peu déçue parce que je m'attendais à plus de nature, plus de grands espaces, chose que j'aime beaucoup quand même. Là, j'ai plus eu le quotidien de deux policiers qui en plus se font un peu des pots de vin avec les gens du coin pour finalement baisser les yeux sur certains trucs. Donc ouais, c'était... ça va, voilà. Lecture un peu plus à mon goût, de base, d'ailleurs, et la couverture est très jolie aussi, c'est Le voleur d'innocence de Sarah Walker. On est dans les années 50 et toutes les filles de cette famille, à chaque fois qu'elles vont se marier, elles vont, quelques jours, vraiment 24 heures après leur mariage, elles vont mourir. Donc évidemment, ça donne plus trop envie de se marier aux plus jeunes qui ont vu leur sœur partir. Et quitte à se demander même si les filles ne sont pas maudites dans cette famille. J'ai bien aimé l'ambiance de ce bouquin, j'ai beaucoup aimé ce côté étouffant, parce que le premier mariage, il est très long à se mettre en place, et l'ambiance, elle était là, quoi. J'ai trouvé que vraiment c'était très... comme ça. Donc une lecture assez agréable, là aussi un peu lente comme ça, qui prend son temps, mais j'ai trouvé que c'était beau, il y avait plein de belles images, il y avait plein de beaux messages aussi, des situations très dures. Alors, Totem, ils font jamais vraiment dans la dentelle, dans leur texte, ce qu'ils choisissent de traduire. C'est souvent des histoires assez lourdes, qui peuvent être parfois assez violentes, assez dures. Mais par contre, je trouve que toujours, ils vont prendre des plumes qui racontent ça, d'une façon assez poétique, malgré la dureté des faits. Et là, on va y parler de santé mentale, on va y parler de la condition de la femme qui, certaines sont enfermées de force, parce que les maris sont persuadés qu'ils ont raison de ne pas les écouter et que le meilleur moyen de les aider, c'est de les enfermer dans des hôpitaux. Et là, on va clairement parler beaucoup de ça. Peut-être qu'à la fin, il m'a manqué un petit truc pour vraiment clôturer cette lecture d'une certaine façon, mais je pense que l'ambiance et la plume rattrapent le tout, et j'ai quand même vraiment beaucoup aimé ce que j'ai lu. Le tisseur d'histoire de Meg Schaffer, alors celui-ci, je pense que pour résumer au mieux ce que j'ai ressenti en lisant ce livre, c'est une sorte de gros câlin littéraire. Je sais pas comment dire ça d'autre. J'ai vraiment eu la sensation de lire un livre qui allait repiocher toutes les clés et tous les codes qu'on aimait bien dans les livres quand on était enfant, et je parle vraiment de enfant, pas pré-ado ou ado, non, vraiment quand on était petit, première lecture qu'on a pu effectuer, ce côté un peu mystère, Club des 5, Fais-moi peur, chair de poule, enfin ce genre d'histoire un peu là, comme ça, et qu'il l'ait un peu transposé en version adulte. Sauf que les personnages adultes qu'on va rencontrer ici, c'est justement ces lecteurs-là. C'est des lecteurs qui ont aimé ce genre de lecture et qui les ont vécus un peu comme nous. C'était hyper efficace, c'était super touchant, et à la fois avec un petit peu de mystère, d'intrigue, vraiment le mélange parfait, ouais, vraiment un gros câlin littéraire. Lucie était fan d'une série de livres quand elle était gamine, et le dernier volume de cette série n'a jamais vu le jour. Il y en a une 50aine, mais il en manquerait un pour réellement clôturer la série. L'auteur, ça fait des années qu'il est cloîtré sur son île, qu'il parle à personne et qu'il n'a plus écrit. Donc, le jour où il annonce qu'il a terminé le dernier volume de sa série et qu'il est prêt à le donner à une personne qui sera capable de gagner un concours, en tout cas un jeu sur son île, mais Lucie, elle se dit là, c'est bon quoi. Banco, c'est pour moi, je fais partie de ses plus grandes fans, et elle va en effet débarquer sur l'île de l'horloge pour tenter de gagner son exemplaire ultime de cette fameuse série. Ça m'a un petit peu fait penser au Golden Ticket de Charlie et la chocolaterie, mais juste de très loin. Mais je l'ai, pour vous dire, bouffé en
48 heures, je pense. Tu sais, j'étais tellement embarquée dans cette histoire, j'étais tellement avec Lucie, avec les autres personnages. Il y a de l'enjeu, mais il n'y a pas de l'enjeu méchant. C'était juste beau et réconfortant. Voilà, si vous avez besoin d'un gros câlin littéraire, celui-ci, peut-être, pourrait vous plaire. Et je ne m'attarde pas trop sur le dernier de cette catégorie, Plus jamais d'invités, c'était cette lecture de Pâques, qui se passe, je dirais, dans les années 40-50, où un couple de personnes un peu bourgeoises invite des proches dans leur manoir privé pour Pâques, qu'il va se passer un truc, et en fait c'était pas... Voilà, aucun intérêt en fait pour ce qui se passait et ce qui allait se passer, et au final quand j'ai vu et lu ce qui s'est passé, je me suis dit waouh, tout ça pour ça. On en arrive à la catégorie plutôt polar, thriller, tout ça. On commence avec The Wasting Game de Helen Raskin, qui m'a été envoyée l'année passée par les éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. C'est vrai que j'avais été assez intriguée par cette couverture qui, voilà, enneigée comme ça se passe dans un domaine, le maître des lieux est décédé, et il va organiser une sorte d'énigme, de chasse au trésor, pour savoir qui l'a tué, et la personne qui découvrira qui l'a fait remportera l'héritage. Tout le monde se dit qu'il a le droit à l'héritage, donc évidemment tout le monde va participer, mais l'auteur a très clairement formé des pairs avant de passer l'arme à gauche, donc ça va donner lieu à des duos assez improbables, plutôt rigolos pour certains, carrément pénibles pour d'autres. C'était bien, c'était sympa, la finalité de l'enquête est plutôt un peu courue d'avance, je vous le cache pas, mais c'était marrant, voilà, c'était marrant, j'ai passé un bon moment. C'était pas non plus l'enquête du siècle, quoi. Voilà. J'ai trouvé le truc des fois un peu maladroit, avec des personnages vraiment, pour la plupart, assez antipathiques. On s'est plutôt bien rattrapé avec ma maman et notre quête du coup de cœur commun. Ça fait déjà 2-3 vidéos qu'on essaye de trouver un livre qui vraiment nous contentera toutes les deux. Souvent on est du même avis, donc les 2 derniers n'étaient pas folichons. Mais là on a lu 56 jours qui nous a vraiment beaucoup plu. On a vraiment bien aimé cette lecture. Alors c'est marrant parce que du coup j'ai par contre totalement abandonné la série télé. On avait prévu de la regarder, avec ma mère on a regardé 4 épisodes, moi j'en ai regardé un de plus toute seule je crois, et en fait on s'est pas du tout attaché aux personnages, on a trouvé les différences avec le livre un peu trop importantes pour que ça soit vraiment intéressant, donc on a tout simplement lâché l'affaire. C'est pas très grave, parce qu'au final le livre en tant que tel nous convient parfaitement. Donc on est en plein confinement et Chiara et Oliver viennent de se rencontrer quelques semaines avant ça. Ça match plutôt bien entre les deux, ils viennent de débarquer tous les deux à Dublin, et le confinement arrive. Donc Chiara se retrouve dans un petit studio un peu délabré, et Oliver a un petit peu peur de plus pouvoir la voir à cause du confinement. Donc, un peu sur un coup de tête, il lui propose de venir passer le confinement chez lui, un appartement beaucoup plus grand, spacieux, moderne, tout ça. Elle accepte, et elle se retrouve donc à vivre son confinement avec lui. Assez régulièrement dans l'intrigue, on avance dans le passé, dans le présent, entre les deux, parce que le roman commence au présent, 56 jours plus tard de leur rencontre, avec un cadavre dans une douche. Voilà. J'ai trouvé que les twists que l'autrice allait mettre à la fin de son livre, vraiment très efficaces, parce qu'il y a plusieurs choses qu'il est assez difficile de voir venir. En fait, elle te lance tellement dans une direction que tu peux difficilement voir autre chose. Et tout à coup, bam, elle te retourne le truc. Et vraiment, moi qui l'ai beaucoup fait en audio, il y a certains moments où je me suis dit, mais attends, elle s'est trompée là, c'est pas possible. Et en fait, non, je sais pas qu'elle s'est trompée, elle t'a juste mené en bateau. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, plutôt franchement une bonne surprise, un page-turner comme on en a l'habitude, hein, très clairement, mais que j'ai vraiment trouvé efficace. Efficace, là encore une fois, et aussi toujours en format audio, avec Heavy de K.L. Slater. Celui-là uniquement fait sur conseil de ma maman. J'ai vu qu'il était dispo sur Nextory, donc j'ai pas trop hésité, je l'ai commencé. Et je dois dire que un bon bout du bouquin quand même, je me demandais mais où est-ce qu'on va ? Parce qu'on apprend que une maman va perdre sa fille à la sortie de l'école, et qu'ensuite, voilà, c'est des années d'errance avant d'espérer pouvoir la retrouver. Et c'est vrai que jusqu'à ce que sa fille disparaisse, c'est très long dans l'histoire. Alors des fois, tu vas un peu dans le futur, donc c'est après sa disparition, t'apprends certaines choses via ce canal-là,
Mais très vite, tu reviens quand même en arrière, on revient sur des conversations qu'elle a avec certaines personnes, tu te mets à douter de plein de gens, évidemment. Pas mal de fois, j'ai eu des décrochements de mâchoire, comme on appelle ça avec ma mère, parce que franchement, j'ai eu 2 twists que je n'avais absolument... Enfin, impossible à voir venir, et en même temps, l'autrice te sort pas ça, boum. Impossible que tu y aies pensé parce que juste je t'en ai jamais parlé. Non, c'est quand même quelque chose dont tu as eu vent durant l'histoire, c'est juste que c'était tellement noyé dans le reste que tu l'as pas souligné, tu l'as pas soulevé plus que ça. J'en garde vraiment un très très bon souvenir. Plutôt une bonne surprise aussi avec celui-ci, alors que franchement je vous disais au moment de la lecture que j'avais plus trop pourquoi je l'avais, à part que c'était Dennis Lehane. Je parle du silence. Dennis Lehane, évidemment, j'ai adoré Shutter Island. J'ai aimé d'autres de ses romans où il avait un duo d'enquêteurs détectives, il me semble. Et sauf que j'ai un peu lâché l'affaire. Hein. Je suis partie vers d'autres auteurs ou autrices, et c'est vrai que je me suis plus vraiment intéressée à Dennis Lehane. Et là, je me suis dit, mais pourquoi j'ai acheté ce livre? Un jeune garçon noir qui est retrouvé mort, et une jeune fille blanche qui a disparu. Là au milieu, la mère de la fille qui se demande ce qui s'est passé, si le meurtre du garçon est lié à la disparition de sa fille. Elle se rend assez vite compte, et d'où le titre du bouquin, que le silence plane assez volontairement sur cette communauté d'Irlandais aux États-Unis, parce que ça les arrange bien finalement de garder le silence. Je pense que ce qui a clairement sauvé ma lecture de ce bouquin, c'est que finalement je l'ai fait en audio, encore sur Nextory, parce que la narratrice était, mon Dieu, très efficace. Voilà. Elle avait vraiment une voix et une tchatch qui allait parfaitement avec le ton du bouquin, et le ton, je pense, que Dennis Lehane a donné à son personnage. Donc ça marchait plutôt bien. J'ai finalement bien aimé, mais je pense comme ça qu'à première vue, c'est pas vraiment le genre d'histoire qui m'intéresse plus que ça. Il est pas assez thriller pour moi, il est un peu trop polar. Voilà, et le polar c'est sympa, mais c'est pas ce que je préfère. Les 2 prochains, je savais pas trop dans quelle catégorie les mettre, parce qu'ils le mettent à la fois en thriller et à la fois en fantastique. C'est les 2 premiers tomes des Mystères d'Eversand de Victor Dixon, et je vois un petit peu pourquoi, en effet. Il y a un côté enquête, il y a un côté où on sait pas ce qui se passe sur cette foutue île, et donc peut-être que c'est du fantastique. J'en suis là, hein, j'en ai lu 2 sur 4, donc j'ai pas encore toutes les réponses. Malgré quelques petits couacs, on va dire, avec certains personnages, ou des fois des situations un petit peu... Je me suis dit, mais ça on dirait que c'est un harlequin. Je vous le disais dans le dernier vlog, il me semble. Mine de rien, il y a un truc sur cette île qui me donne envie de savoir ce qui se passe. Je veux comprendre, en fait. Voilà, maintenant j'en ai trop lu, il faut que je sache. Les Mystères d'Eversand, c'est l'histoire de cette jeune suivante, Birdie, qui va arriver et qui est engagée comme dame de compagnie de la vieille matriarche de la famille. Sauf que très vite, elle comprend que sur cette presqu'île, il y a un truc qui cloche. Déjà, on peut plus en partir une fois qu'on est dessus. Les gens qui travaillent là-bas, mais qui viennent pas de là-bas, oublient d'où ils viennent. Et puis il y a des trucs dans le sous-sol, des voix, des gens qui parlent, et la famille du manoir est vraiment, vraiment bizarre. Clairement, il y a toute une ambiance dans ce bouquin que j'ai beaucoup aimé, et c'est très clairement pour ça que je vais continuer, parce que je veux savoir ce qui se passe là-bas. Je pense qu'il y a un truc aussi avec le folklore et les légendes qui est assez bien ancré et qui macère là-bas depuis des décennies maintenant. Mais c'est vrai qu'à certains moments, il y a des réactions de personnages, ou des situations, des scènes où j'étais là. C'est un peu gnangnan, non? Mais en même temps, il y a une sorte de fascination qui a commencé à se faire sur moi avec ce bouquin, qui fait que je vais le finir, quoi. Enfin, je vais lire, je vais finir cette série, parce que je veux savoir maintenant qu'est-ce qui se passe sur cette île. C'est bon. Petite nouvelle qui m'a un petit peu sortie de 2-3 lectures qui étaient pas folles dernièrement, c'est Graveyard Shift, là aussi parlé dernièrement dans le vlog lecture, qui est une nouvelle de ML Rio qui avait fait If We Were Villains, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Là on est dans une autre ambiance, hein, très clairement, on est un peu plus dans une sorte d'enquête à la Scooby-Doo, groupe de jeunes adultes encore sur un campus universitaire, et qui vont tous les soirs se retrouvent au cimetière. Alors pourquoi le cimetière ? Parce que c'est un peu le seul endroit où ils auront le droit d'être sans déranger personne, et où on va leur foutre la paix, très clairement. Sauf que comme ils y sont tous les soirs, dès qu'il y a un changement, ils le voient. Et comme c'est un cimetière abandonné, des changements, il n'y en a pas des masses. Sauf ce soir-là, il y a une tombe très fraîchement creusée qui vient d'arriver. Qu'est-ce qui va la remplir ? Donc l'enquête va commencer, et de minuit jusqu'à 10h le lendemain matin, on va complètement dérouler cette enquête qui va se faire vraiment en quelques heures.
Moi j'ai trouvé qu'elle était plutôt efficace, qu'elle était assez agréable à lire. Ça reste une nouvelle, donc il y a plein de thématiques qui auraient pu être vraiment plus poussées, qui ne le sont pas tant que ça. Mais en même temps, en 120 pages, tu peux pas vraiment faire beaucoup plus. J'ai vraiment bien aimé les thématiques qui sont abordées. Ça peut être aussi sur la santé mentale, sur le sommeil, les insomnies. Il y a tout un parallèle vraiment qui est fait, qui j'ai trouvé était assez intéressant. Et on terminera cette catégorie avec une affaire parfaitement sordide, qui est donc la suite d'un meurtre absolument splendide, qui avait été dans mon top 3 de l'année dernière, avec notre héroïne Béatrice Steele, qui se retrouve à Londres, et qui va devoir mener une enquête qui va mêler haute bourgeoisie de gentlemen absolument imbuvables face à des artistes et des acteurs complètement frivoles et un petit peu naïfs. J'aime toujours bien l'ambiance. J'ai trouvé vraiment que c'était agréable de retrouver Béatrice, de retrouver les enquêteurs, tout ça, mais il m'a manqué un truc. Il m'a manqué, je pense que ce qui m'avait vraiment plus plu dans le premier, c'est l'effet huis clos du manoir où personne ne peut sortir, c'est la tempête, et l'enquête se déroule vraiment en quelques heures. Il y avait beaucoup plus aussi de personnages qu'on a appris à connaître que là on va tout simplement pas revoir, donc j'ai bon espoir de les retrouver une prochaine fois, mais qui m'ont un petit peu manqué. Je pense notamment à la petite sœur Marie que j'avais vraiment hâte de retrouver et que là j'ai vraiment pas beaucoup vu parce que elle est pas à Londres. Jusqu'au bout, tu sais, il y a un retournement de situation, puis il y en a un nouveau, puis voilà, donc c'était assez efficace, mais moins que le premier. En graphique, j'en ai lu 3, sur lesquels je vais revenir assez rapidement, surtout les 2 mangas. Le premier, c'est Brille, que j'ai vu passer et qui me tentait bien, donc je l'avais de dispo au travail. J'ai pris le premier tome. On va découvrir une jeune fille qui, depuis son gros harcèlement scolaire, s'est cloîtrée chez elle et donc elle ne sort plus du tout. En face, va emménager un père et son fils. Et le fils l'intrigue un petit peu, elle se pose un peu des questions sur qui il est, donc elle l'observe des fois un petit peu par sa fenêtre. En mode Joe Goldberg, la capuche en plus. Lui, tu sens aussi qu'il a un passé assez trouble, sa mère était un peu une acharnée de l'enfant parfait, qui devait toujours avoir des bonnes notes, qui devait être super doué dans toutes les activités extrascolaires et tout, et jusqu'à ce qu'il ait été poussé à bout, et donc le père l'a récupéré. La mère ne le voit plus aujourd'hui, et sauf qu'il a encore des séquelles, bien évidemment. Voilà, ils essayent un petit peu de nouer contact, lui il aimerait bien savoir ce qui lui arrive à elle, elle aimerait bien lui parler, mais elle a trop peur. C'était sympa, mais en fait j'en ai pas eu assez. Enfin, clairement, il m'a manqué plein de trucs et j'étais là. Oui, mais bon, voilà. Je pense pas que je lirai forcément la suite. Le deuxième, c'était 4 filles et une coloc. Premier tome d'un manga assez mignon. 4 caractères et profils plutôt différents. Et l'histoire va commencer par l'une d'entre elles qui approche gentiment, très gentiment, de la trentaine. Et donc le mariage, voilà, lui fait un petit peu envie, elle aimerait bien rencontrer quelqu'un, elle va se mettre sur des applis de rencontres, elle va avoir quelques déconvenues, et puis chacune va avoir un petit peu ses petites histoires, entre l'une qui se fait pas vraiment prendre au sérieux à son travail alors qu'elle aimerait plus, une autre qui ne veut pas travailler et qui donc dépense de l'argent qu'elle n'a pas dans plein d'accessoires de cuisine, et la dernière qui fait partie d'un groupe de musique et qui est persuadée de sortir avec un garçon, alors que ce garçon a pas l'air de l'officialiser réellement. Je sais pas trop encore si je vais continuer, à voir, c'était mignon. La dernière BD c'était Seigneur de Lou Luby. Je l'attendais beaucoup celle-ci parce que je l'avais repérée dans le programme et j'avoue que la thématique je l'ai trouvée hyper bien foutue. C'est hyper malin de détourner ça comme ça. C'est comment parler des inégalités qui nous dérangent atrocement toujours aujourd'hui, n'est-ce pas, en 2026, mais sous le prisme de « et si les hommes étaient représentés par des vampires ». L'extrait que j'avais vu et qui m'avait donné envie justement de lire cette BD, c'est un jeune garçon humain qui va se faire mordre par un ou une vampire, je ne sais plus, et en gros, sa copine l'emmène ensuite dans une pharmacie pour prendre un médicament, pour voilà, il faut que t'en parles, tout ça, c'est pas normal, vraiment comme s'il avait vécu un V. Et la pharmacienne va lui parler un petit peu comme on a malheureusement trop entendu ce genre de témoignage, comme un policier ou n'importe qui pourrait parler à une victime de V. En lui disant mais comment est-ce que vous étiez habillé, est-ce que votre cou était apparent, oui mais bon en même temps vous vous baladiez en pleine nuit, vous savez bien que à ce moment-là les vampires sont sortis, vous savez ils ont des pulsions, il a tout simplement pas pu se contrôler, mais vous auriez dû faire plus attention, enfin on va blâmer la victime alors que c'est la victime, voilà. Donc sous
ce prisme du vampire qui ne peut pas se retenir, que c'est sa nature profonde, tout ça, on va parler des inégalités, et c'est vachement bien foutu. J'ai beaucoup aimé aussi à la fin qu'elle reprenne des vrais témoignages et des vraies interviews de gens qui ont réellement défendu des agresseurs et des prédateurs sur les plateaux télé, dans la presse, etc. Et comme elle les a détournés dans sa BD, eh ben évidemment on ne peut que reconnaître ça. On ne peut que reconnaître celles qui ont défendu Gérard Depardieu, on ne peut que reconnaître le président de la France, on ne peut que reconnaître, enfin voilà, des choses qu'on a malheureusement vues et qui ne nous ont pas fait plaisir. Il me reste les 2 titres qui sortent un petit peu que j'ai mis dans diverses parce que je savais pas trop où les mettre. On a notamment Hiverner, Wintering, que j'ai donc lu en lecture commune avec mes modératrices. Et notre modérateur nous a tout simplement lâchés au milieu de la lecture, hein. Voilà, merci Jean-François. Avec les autres modératrices, on a continué jusqu'au bout. C'était un sujet qui m'intéressait beaucoup parce que Catherine May va nous parler de comment de octobre à fin mars, début avril, elle a pu expérimenter l'hivernage, plus que l'hibernation. C'est-à-dire comment tu ralentis, tu te mets un peu au pas avec ce que la nature t'indique de faire aussi, de faire des réserves, de prendre du temps, voilà. Mais après, je pense que c'est un bouquin qui est assez tourné anglo-saxon, et peut-être que nous, de notre point de vue plutôt francophone, il y a des choses qui nous parlent pas spécialement, ou qui nous semblent un petit peu déconnectées. J'ai eu aussi un petit peu l'impression qu'elle parlait beaucoup de son point de vue de femme blanche privilégiée, très clairement, voilà. Enfin, il y a plusieurs réflexions où je me suis dit, en fait, si t'avais pas le choix, t'aurais pas pu vivre ça. Voilà. Il y a pas mal de discours, des fois, dans son livre qui étaient pas très clairs. Commencer une idée où je me disais, waouh, trop bien, j'aime trop la direction que ça prend, j'aime trop vers quoi on va, et bam, elle abrégeait le truc en mode genre, voilà, j'étais là. Mais vas-y, encore. Mais après, il y avait d'autres choses que j'ai beaucoup aimées. Mais il y a certaines réflexions, notamment sur la baignade en eau froide, moi, qui m'a beaucoup plu et beaucoup parlé, évidemment, vu que c'est quelque chose que je pratique régulièrement. Il y avait d'autres choses aussi que j'ai trouvé, des petites pointes de réflexion comme ça, à droite, à gauche, sur le fait d'aller plus lentement, de se réjouir des petites choses, d'être parfois un peu nostalgique, tout ça, Donc, je peux pas dire que tout le livre est à jeter, mais je pense que j'attendais autre chose, que je n'ai pas forcément eu. L'héritier des fées de Estelle Faye, lui je l'ai mis un peu là parce que pour moi c'est à la fois un bouquin historique plus que fantastique, bien qu'on y parle de fées, et finalement c'est ce qui m'a peut-être un peu déçue dans l'histoire, c'est que on n'y parle pas tant de fées que ça. J'ai été un peu flouée, j'ai l'impression, parce que Tristan est le bébé d'une fée, il a été donné à un maître de domaine qui a perdu sa femme et son enfant en couche. Donc cet homme va l'élever comme son fils, mais ce n'est pas son fils, et un jour le grand frère adoptif de Tristan va partir à la guerre, et il ne va jamais revenir. Donc Tristan part le rechercher, et évidemment dans sa recherche, dans sa quête, il va traverser plusieurs péripéties, et très clairement, l'héritier des fées, moi j'ai pas tant vu de fées que ça, et je me suis un petit peu embêtée du coup. Voilà. C'est très joli, c'est très bien écrit, mais il y a eu un tout petit peu de mensonge sur la marchandise, je trouve. J'ai lu une romance sur ce quart de lecture. C'était The Market Society, que j'ai bien aimé. C'était une chouette romance, j'ai eu un peu peur au départ, parce que je vais faire le parallèle avec l'abandon que j'ai eu, qui est le seul abandon dont je dois vous parler. Je vous en ai déjà parlé régulièrement, c'est Nightshade de Autumn Woods. J'avais vraiment bon espoir avec ce livre, j'avais vu beaucoup de monde en parler en bien, qui avait beaucoup aimé, et je commence Nightshade, et très clairement ça a très 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 vite dégringolé pour ma part, il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu. Pour les deux, on est dans des écoles d'élite, hein. Très clairement c'est des gens qui ont beaucoup d'argent qui vont dans ces écoles-là, et à chaque fois, les héroïnes qu'on va rencontrer vont arriver là, alors qu'elles n'y ont techniquement pas leur place. Dans Nightshade, notre héroïne va arriver là alors que ses parents ont été, selon elle, assassinés, et donc elle va mener l'enquête, parce que les dernières personnes à peut-être savoir et à les avoir vus vivants, c'est des gens de cette université, et d'une certaine famille de cette université. Donc elle va évidemment mener l'enquête sous couverture d'être dans cette école. Donc en gros, sa colocataire de chambre a envie de la tuer, elle arrive dans la mauvaise maison, parce qu'en fait l'université c'est Poudlard, hein, très clairement, parce qu'il y a des maisons, donc elle est persuadée d'arriver chez les Serres d'Aigle, au final elle débarque chez les Serpentards.
Il y a un stalker qui arrête pas de la suivre, lui faire un peu des sales coups. Donc c'est vraiment très très bizarre. Et alors je vous avais dit, le summum de ce qui m'a énervé, c'est qu'ils font des fêtes tout le temps. Il y a de l'alcool partout. Et ça paraît totalement normal dans une université. Bon, voilà, moi vraiment ça m'a complètement perdue. Je vous passe les clichés sur les enfants de mafieux qui sont évidemment soit russes, soit italiens. Enfin, voilà, et elle débarque là, j'ai pas l'impression qu'on lui pose plus de questions sur comment une jeune fille qui a rien à voir et qui vraiment n'a personne dans son entourage qui aurait pu la mettre ici, arrive dans ce genre d'université. Enfin, ça tombe, elle tombe comme un cheveu sur la soupe, quoi. Et dans l'autre, dans The Market Society, on a un peu la même base, si on veut, parce que notre héroïne débarque, mais elle, pas par choix, du tout. À la base, elle avait vraiment son université à elle, et sauf qu'en fait, elle apprend qu'elle a été retirée de cette université pour arriver dans celle-ci. Dans celle-ci, il y a une société secrète, elle va se faire un petit peu embarquer là-dedans parce qu'elle est très curieuse, vu qu'elle apprend que son papa appartenait à cette société secrète, sa mère aussi d'une certaine manière. Donc elle est un peu intriguée et surtout elle a un lien avec cette université et cette société, que ce soit par son père ou sa mère qui était aussi étudiante ici. Donc déjà, ça donne un peu plus de crédibilité au personnage qui débarque ici, pas comme l'autre, je suis désolée, hein, voilà. Ça m'a bien plu, le côté aussi société secrète m'a beaucoup plu, parce que c'est quelque chose qui m'intrigue, parce que je suis sûre que ça existe, et qu'il y en a eu un peu trop dans beaucoup d'universités, et que ça a donné des ailes à pas mal de gens. Il y a aussi une forme de réaction plausible à pas mal de choix de l'héroïne, notamment. Donc à travers ces réflexions, que ce soit les siennes ou celles d'ailleurs du personnage masculin, t'accordes un peu plus de crédibilité au pourquoi du comment ils sont intéressés par ce qui se passe là. Ils savent que c'est pas moral, ils savent qu'il y a des choses qui sont mal, mais justement, le but c'est de découvrir, c'est de savoir pourquoi, c'est de faire tomber les gens qu'il faut faire tomber. Je les trouvais plus crédibles, les personnages avaient plus de nuances aussi, et c'était aussi assez mignon. Voilà, il y a ce cadre de l'université, tout ça qui était très bien foutu. Après, il y a 2-3 clichés habituels, le bal masqué, un peu légèrement un peu sulfureux. Il y a 2-3 scènes qui commencent légèrement entre les personnages, mais tu n'as jamais la scène entière, la scène d'intimité au total. Donc ça aussi, j'ai trouvé que c'était plutôt agréable parce qu'on n'a pas de smut, c'est très light. Voilà, ce premier quartier de lecture est terminé. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Comme toujours, de votre côté, je suis curieuse. Dites-moi en commentaire quelle est votre meilleure et votre pire lecture depuis entre février et fin avril. Je vous embrasse très fort, merci beaucoup de m'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.